Et à l'occasion de ce séminaire, j'ai décidé de prendre le problème de biais, hein, et par le biais particulier de la confrontation entre valeur esthétique et valeur économique. Donc voilà, c'est ça que je voudrais vous proposer maintenant. Et alors, en cette matière, ce qui est vraiment très bien, c'est que la conjoncture de l'art contemporain est tout à fait merveilleuse, quoi, hein, sur le rapprochement de valeur esthétique, valeur économique, et elle nous sert même un cas, sans mauvais jeu de mots, j'allais dire c'est un cas en or, mais c'est le cas Damien Hirst. Bon, alors, c'est pas très fin, hein, je reconnais, je vais au plus facile, mais enfin, je pense. Bon, vous allez vous apercevoir rapidement que je ne suis pas un spécialiste de théorie esthétique, hein, donc je prends les grosses choses qui me passent sous la main. Mais le cas Hirst est quand même très intéressant parce que il porte à leur comble des tendances qui travaillent le champ de l'art depuis longtemps. Alors, ces tendances sont bien connues, c'est celle à la marchandisation intense de l'art contemporain, dont on dit qu'il est de moins en moins art pour l'art, et de plus en plus art pour le marché, etc. etc. Et plus précisément, me semble-t-il, le cas Hirst porte à son point critique cette tension de l'artistique et du marchand, c'est-à-dire de l'esthétique et de l'économique. Et ce faisant, il suggère de revisiter deux catégories qu'on pense intégralement économiques, et qui ne le sont peut-être pas tant que ça, deux catégories où précisément se logent et se concentrent toutes ces tensions que je viens d'indiquer. Ce sont les catégories d'intérêt et de valeur. Et donc, vous avez compris, c'est surtout de valeur que je vais parler maintenant. Et je voudrais en parler en mobilisant les armes conceptuelles de la philosophie de Spinoza. Alors, évidemment, il faudrait répondre à la question préjudicielle, pourquoi Spinoza, pas un autre, etc. Ça fera rentrer dans des questions pas seulement théoriques, mais aussi biographiques, qui ne sont pas très intéressantes en première approche. Le point important, c'est que dans cette philosophie, il y a une théorie de la valeur. Voilà. Et on la trouve pour l'essentiel ramassée dans le Scoli d'Éthique 3.9, qui dit ceci, je cite. « Nous ne nous efforçons pas vers tel qu'objet, nous ne le voulons, ne le poursuivons, ni ne le désirons pas parce que nous jugeons qu'il est un bien, mais au contraire, nous ne jugeons qu'il est un bien que parce que nous nous efforçons vers lui, parce que nous le voulons, le poursuivons et le désirons. » Alors, qu'opère ce Scoli? Eh bien, il opère le renversement radical du lien entre désir et valeur tel qu'on l'établit spontanément. Loin que le désir se règle sur des valeurs préétablies, préexistantes, données déjà là, qui n'auraient en quelque sorte qu'à reconnaître. Tout au contraire, ce sont les investissements du désir qui sont instituteurs de la valeur. Alors là, on ne peut pas avoir critique plus radicale des théories substantialistes de la valeur. Critique au terme de laquelle il ne faut pas chercher le principe de la valeur dans les caractéristiques intrinsèques de l'objet, ni dans ses propriétés substantielles. La chose n'a aucune valeur en soi. La valeur lui advient toujours du dehors. Par conséquent, il n'y a pas de valeur objective. Il n'y a pas de valeur, il n'y a que des processus de valorisation. Alors la question subsidiaire est évidemment celle-ci. Comment opèrent ces processus de valorisation? Et là, la réponse spinoziste est très nette. Par les affects. Et c'est bien ce que dit Éthique 4.8. Je cite. « La connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre qu'un affect de joie ou de tristesse en tant que nous en sommes conscients. En d'autres termes, il n'y a aucune idée objective du bien et du mal, ces idées sont formées d'après nos expériences et les affects qui en résultent. Nos expériences, c'est-à-dire, pour parler comme Spinoza, les affections de notre corps, telles qu'elles induisent nécessairement des affects. » Alors, comme toujours, à sa façon bien à lui, Deleuze redit la chose. Le mal est le point de vue d'un mode. Alors, dans le lexique spinoziste, un mode, c'est une chose, c'est un étant, une chose quelconque. Le mal est le point de vue d'un mode sur une mauvaise rencontre. Et c'est bien ce que confirme Éthique 4.8 démonstration. En tant que nous percevons qu'un objet quelconque nous affecte de joie ou de tristesse, nous l'appelons bon ou mauvais. Et donc voilà, l'affect est l'opérateur de la valorisation. Alors, deux commentaires immédiats. D'abord, il ne faut pas s'y tromper. Le concept d'affect, dont je dis que chez Spinoza, il est l'opérateur de la valeur, est tout sauf un concept psychologique. C'est tout sauf l'instrument d'une réduction psychologiste en laquelle dégénérerait spontanément le spinozisme. L'affect chez Spinoza reçoit en fait une définition tout à fait contre-intuitive quand on aborde le terme avec tous les présupposés psychologistes dont il a été chargé depuis. L'affect chez Spinoza, c'est une variation de la puissance d'agir. Et il y a des affects primaires qui sont le désir, la joie et la tristesse. Affects primaires, par spécification et combinaison desquels on peut tirer tous les autres affects, on peut engendrer tous les autres affects. Et d'une certaine manière, c'est la partie 3 de l'éthique qui se livre à cette combinatoire générative qui va réengendrer alors toute la luxuriance de la vie passionnelle. Donc, vous voyez, à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer spontanément, l'affect reçoit d'abord une définition corporelle, et on pourrait même dire un ancrage corporel. Mais surtout,
rien n'est plus éloigné du spinozisme qu'un individualisme sentimental, du type de celui auquel se rallient implicitement bon nombre de courants des sciences sociales contemporaines, d'ailleurs symptomatiquement rebaptisés sciences humaines. Non, le spinozisme est un anti-humanisme théorique. Alors je reprends exprès l'appellation dont on a fait un épouvantail intellectuel. Bon, c'est un anti-humanisme théorique qui nie absolument toute souveraineté d'un cogito, toute autonomie du sujet, tout libre arbitre délibératif, bref, tout commandement souverain de l'esprit sur le corps. Et alors si vous vouliez vous faire une idée de la position du spinozisme en cette matière, vous ne trouveriez sans doute pas mieux que le Scoli d'éthique 235, qui est une espèce de concentré explosif et qui dit ceci. Les hommes se trompent quand ils se croient libres, opinion qui consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Alors, deuxième chose, il est bien évident que le cadre théorique spinoziste offre tous les moyens de passer des affects individuels aux affects collectifs. Et Spinoza veut parler de politique, il consacre 2 traités à la chose, ça ne doit sûrement pas être un hasard. Or, sous le point de vue spinoziste, la politique est d'abord un monde d'affects collectifs. En portant le concept du niveau individuel au niveau collectif, on passe donc d'une théorie de la valorisation élémentaire à une théorie de la valorisation sociale, c'est-à-dire à une théorie de la valeur socialement établie, de la valeur socialement reconnue. Par exemple, le traité théologico-politique consacre de longs chapitres à la superstition, envisagée comme phénomène social, c'est-à-dire à la façon dont les hommes, collectivement, valorisent des phénomènes qu'ils font signe, les infavorables, les autres adverses, etc. Mais le point important est le suivant, c'est que tout ce qu'on converge sur ces valorisations, c'est la marque de l'existence d'un affect commun, espoir ou crainte, peu importe. Et dans un affect commun, dit Spinoza, c'est la puissance de la multitude qui se manifeste. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire, la puissance de la multitude? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance, chez Spinoza, c'est le pouvoir d'affecter. La puissance, c'est le pouvoir d'une chose de produire des effets sur une ou plusieurs autres choses. Alors, les hommes se rencontrent et ils s'affectent mutuellement, ils s'entraffectent, c'est notoire. Ils s'entraffectent joyeusement ou tristement, ce qui les détermine à s'aimer ou à se haïr, c'est selon. Et ils s'entraffectent bilatéralement, mais également sur une base collective. Et c'est là qu'arrive la puissance de la multitude, parce que, si vous voulez, intuitivement, par une sorte d'argument d'échelle, seule la multitude possède le pouvoir d'affecter la multitude entière. C'est-à-dire dispose du pouvoir de produire un affect de portée si vaste qu'il est éprouvé par la multitude elle-même. Donc, l'affect commun vient de la multitude, d'où il est formé, pour y retourner, où il va l'affecter, de sorte qu'il n'y a dans le monde social et historique que les auto-affections de la multitude. Et ça pourrait être d'ailleurs une façon de redéfinir les sciences sociales. Enfin, je vais plus en rabattre un peu, pardon. Ça pourrait être une façon de définir ce que pourrait être des sciences sociales ou une science sociale spinoziste. Ce n'est pas tout à fait pareil. Une science sociale spinoziste, ce pourrait être une science des auto-affections du corps social. Voilà. Alors, l'affect commun est donc le produit d'une certaine composition d'affects individuels. Une composition qui les homogénéise, qui les intensifie, et qui va leur donner la portée d'une formation affective macroscopique. Alors, inutile de le dire, l'affect commun, c'est la ressource de toute politique, lato sensu, puisque c'est le principe même, c'est le constituant même de toute valorisation et de toute adhésion. Du coup, 2 choses. Premièrement, à l'échelle sociale comme à l'échelle individuelle, demeure absolument cette insubstantialité et cette inobjectivité de la valeur. De même que la valeur est le produit d'une axiogénie fondamentalement affective, de même la valeur sociale est le produit d'une axiogénie affective collective. De sorte que derrière l'effet de valeur, il n'y a rien d'autre que les auto-affections de la multitude et l'investissement de certains objets par des affects communs qui les valorisent en bien ou en mal, en beau ou en laid, en juste ou en injuste, etc. etc. Deuxièmement, il n'y a jamais un affect commun au singulier, car la politique, c'est aussi que la multitude est fractionnée. Elle est fractionnée en affects communs partiels ou régionaux, si vous voulez, éventuellement, et même le plus souvent, antagonistes. Bref, il y a des conflits d'adhésion, il y a des conflits de valorisation. La vraie question à propos d'une certaine chose n'est donc pas tant comment se forme l'affect commun qui l'investit, mais plutôt comment se forment les affects communs partiels, éventuellement antagonistes, c'est-à-dire affirmant, posant, produisant à son sujet des valorisations différentes. Et là aussi, la question qui suit est évidente. Qu'est-ce qui détermine l'issue de ces confrontations et de ces conflits de valorisation? Et là encore, la réponse spinoziste est dans le droit fil de son analytique réaliste de la puissance. Et cette réponse, c'est que les gros bataillons l'emporteront sur les petits. Ou si vous voulez prendre en compte l'effet des variables intensives, que les bataillons les mieux armés l'emporteront sur les autres.
Et là, on voit que le spinozisme est à bien des égards, je ne dis pas à tous égards, hein, il est à bien des égards une agonistique générale. Et partant, il est également une agonistique des affects. Une agonistique des affects qui a cette propriété remarquable de se déployer aussi bien au niveau interpsychique qu'intrapsychique. Et c'est bien ce que dit Éthique 4.7. Un affect ne peut être réprimé ni supprimé si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer. Voilà, ça c'est la proposition centrale de l'agonistique des affects. Alors on a là tous les éléments d'un tableau d'ensemble que je vais récapituler brièvement, dans lequel, premièrement, la valeur n'a rien d'intrinsèque aux choses. Deuxièmement, elle leur advient toujours du dehors.